les qualités que j'ai pour m'exprimer ce soir et pour que certaines rumeurs, certains bruits soient une fois pour toutes accrédités. J'ai été franc-maçon pendant 5 ans. Donc je sais de quoi je parle. Ce que je le dis parce que j'ai été dans la boutique, je les ai vus travailler. Donc c'est pas du oui-dire, c'est pas ma concierge qui connaît quelqu'un qui a croisé un facteur qui a porté le courrier chez une dame qui connaissait quelqu'un qui avait fréquenté un formateur. C'est moi, j'étais dans la boutique, donc j'ai vu. J'y suis entré pour des raisons spirituelles, enfin je me croyais spirituel, et j'en suis sorti pour des raisons que je me suis aperçu que c'était pas du tout ce que je croyais. Voilà. Donc les personnes qui éventuellement seraient là pour me prendre en défaut ou pour peuvent déjà rengainer cet argument, il n'est pas recevable. Je ne tente pas par oui dire. Je vais vous épargner l'historique de la franc-maçonnerie, je pense que ça intéresse peu de monde et qu'au fond, ça n'a pas beaucoup de... ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc très rapidement, on peut considérer que la franc-maçonnerie existe à peu près depuis le XVIIe siècle, qu'elle a été réellement, qu'elle est née en Angleterre, pense-t-on, qu'elle a été formalisée au début par un protestant français, fils de protestant français émigré en Angleterre, qui s'appelait Desaguliers. Et ce qui est amusant à noter, si on croit aux signes, c'est que la franc-maçonnerie, dès son origine, repose sur une imposture. C'est-à-dire que pendant des siècles, enfin des décennies en tout cas, et au moins pendant 2 siècles, on a célébré comme le fondateur, organisateur de la franc-maçonnerie anglaise, un type qui avait été inscrit dans la franc-maçonnerie tout à fait par hasard, et qui est allé donc pour apprendre qu'il était reçu maçon, et qui est retourné 30 ans plus tard pour dire qu'il ne voulait plus appartenir à l'atelier. Et comme le nom de ce type, que j'ai d'ailleurs oublié, ça n'a aucun intérêt, était un nom un peu intéressant, on a décidé que c'était lui le fondateur de la maçonnerie. En fait, il est allé 2 fois pour y entrer et pour en sortir. À partir de ça, il faut savoir que la franc-maçonnerie est une organisation tout à fait typique des organisations modernes, c'est-à-dire que c'est un tas d'imbéciles manipulés par une poignée de crapules. Voilà. Pour résumer, je pourrais très bien arrêter la conférence maintenant, parce qu'en gros, vous en savez autant que moi. Quelle est l'utilisation de ce tas d'imbéciles manipulés par une poignée de crapules? C'est toujours la même chose, il s'agit d'une des multiples formes de la présence de Satan dans le monde, qui consiste à essayer de combattre le Créateur avec ses propres armes et de retourner en quelque sorte, d'inverser l'œuvre divine. Alors ça c'est le grand projet de la franc-maçonnerie, mais il est évident que si vous posez la question à un franc-maçon de bonne foi, si tant est que il y en a certainement d'ailleurs en plus, c'est pas ce qu'il vous expliquera. Ce qu'il vous expliquera, c'est qu'il faut travailler au bonheur de l'humanité, au progrès humain et à la formation des hommes. Alors, à partir de là, on a bâti à la fois tout un légendaire et tout un appareil symbolique. Le légendaire, c'est que la franc-maçonnerie serait l'héritière des architectes, enfin des architectes, des premiers architectes de l'histoire, lesquels premiers architectes sont en quelque sorte dans le prolongement de la volonté divine de créer une humanité harmonisée. Les humains, il fallait les faire vivre dans des villes, les villes devaient être construites par des hommes, les hommes étaient des architectes. Les architectes sont donc des gens qui ont concouru au bonheur de l'humanité créée par Dieu, etc. Donc vous voyez que les francs-maçons n'hésitent pas à se réclamer d'une grande antiquité, puisque le premier franc-maçon, finalement, c'était Caïn, fils d'Adam, fondateur des villes, donc déjà ça remonte assez loin, il faut dire. À part nous qui remontons à Adam, la franc-maçonnerie, pratiquement personne n'est plus ancien. À partir de là, les francs-maçons vous expliquent qu'ils sont également les descendants des constructeurs de pyramides, qui sont également les descendants des constructeurs de cathédrales, qui sont les héritiers de la tradition compagnonique,
Tout ça est naturellement totalement faux, ça ne repose sur rien. Et d'ailleurs, Oswald Wirth, dans ses travaux sur la franc-maçonnerie, lui qui était un des fondateurs de la franc-maçonnerie spéculative moderne, reconnaît que tout ça n'a aucun sens et que tout ça n'a aucun fondement historique. On ne sait absolument pas en réalité d'où vient réellement la maçonnerie. On voit bien que c'est un groupe de gens, un groupe d'aristocrates intellectuels qui ont essayé de récupérer des oripeaux symboliques à droite à gauche et de monter une espèce de légendaire et une espèce d'appareil symbolique. Tout ça avec une méconnaissance formidable des sujets. Par exemple, il y a beaucoup de mots maçonniques qui sont des mots d'hébreu mal prononcés, voire même des mots d'hébreu lus de gauche à droite, alors que l'hébreu se lit à l'envers. Donc tout ça n'a aucun sens réel. Tout ça n'est pas du tout fondé. Ce qui est fondé, c'est qu'un certain nombre de gens ont créé un système qui a pour objet d'investir et de subvertir les sociétés humaines, au sens des groupements sociaux humains, des associations, des mouvements politiques, des mouvements culturels, des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux, des mouvements... chaque fois que des hommes se réunissent, les francs-maçons essayent de s'introduire dans cette réunion pour être présents, pour avoir... Alors pourquoi? Pour avoir un pouvoir. Et en réalité, c'est assez curieux parce que si on cherche le sens réel de leur travail, on s'aperçoit que comme tous les trucs qui sont des sens démoniaques, ça tourne en rond. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent avoir un pouvoir pour obtenir du pouvoir qui leur donnera plus de pouvoir en vue d'avoir encore plus de pouvoir. Ce pouvoir ne servant au fond à rien, n'étant appliqué sur rien, sinon sur une transformation de la société qui leur donnera encore plus de pouvoir sur la société. Alors on voit que les francs-maçons sont présents dans tous les domaines de l'activité humaine et de plus en plus dans les domaines modernes. Alors pour parler de la situation contemporaine, il est parfaitement clair que ce qui se passe en ce moment en France, c'est le résultat d'une opération maçonnique à double détente. D'une part, des ateliers français, je dirais, si on peut parler d'ateliers français, enfin d'obédience française, c'est-à-dire essentiellement le Grand Orient de France, et d'autre part d'une obédience internationale qui est la loge d'Ebna Ibrit, qui est une organisation maçonnique, raciste, puisque si on n'est pas juif, on ne peut pas adhérer au Ebna Ibrit. Donc, quand vous fondez une société qui est une société dont la base même est l'exclusion raciale ou confessionnelle, appelez ça comme vous voulez, on ne va pas entamer ce soir le débat sur la question de savoir si être juif, c'est appartenir à une race, à une confession, à un peuple, à une nation, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est certain, c'est que les juifs, quand ils sont attaqués, ils disent qu'ils sont attaqués pour des raisons racistes, donc ça veut dire qu'eux se considèrent eux-mêmes comme une race, et par conséquent, s'ils excluent des gens de mouvements ou d'associations auxquels ils appartiennent, c'est bien un comportement raciste. Donc, les Ebna Ibrit sont une organisation raciste. Et on sait, mais on va y revenir, que cette organisation raciste a décidé de mener la guerre contre le Front National depuis longtemps, et on va s'interroger pourquoi, contre le Front National, contre le mouvement national, contre les idées nationales, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est la même chose. Alors j'ai l'habitude de dire que, en général, ça choque ou ça amuse, et ça choque et ça amuse, j'ai l'habitude de dire que la franc-maçonnerie, c'est une fabrique de juifs synthétiques. C'est une organisation qui a pour but de prendre des gens qui ne sont pas des juifs et de les mettre intellectuellement dans la situation, dans l'idée qu'ils sont d'une certaine manière soumis aux mêmes dangers et aux mêmes aléas que les juifs. Je m'explique. Les juifs appartiennent au peuple élu. Les francs-maçons se considèrent comme un peuple élu, se considèrent comme un groupe d'élus. D'ailleurs, il y a un des grades maçonniques qui est élu Cohen. On ne peut pas faire mieux dans le genre. Ça veut dire qu'ils se cooptent, donc ils s'élisent entre eux, ils se choisissent en fonction de critères qui, au lieu d'être des critères confessionnels ou ethniques ou raciaux ou nationaux, sont des critères d'appartenance
intellectuelle. Donc là, il y a encore une fois, une espèce de système qui consiste à dire les différences entre les hommes ou les catégories naturelles entre les hommes qui existent, nous les reproduisons, nous qui sommes aussi forts que Dieu, puisque nous sommes capables de créer comme Dieu, et nous reproduisons ces catégories. Et nous considérons que la franc-maçonnerie constitue une forme de peuple élu, puisque les gens qui y sont ont été élus par les gens qui y ont été élus par ceux qui y sont. D'autre part, il est évident que il suffit de lire la littérature spécialisée. Les Juifs considèrent qu'ils sont le sel de la terre, ils le disent, souvent, c'est courant, ça fait partie du discours traditionnel. Les francs-maçons considèrent qu'ils sont le sel de la terre, ils sont le sel de la société, ils sont à la fois l'élément moteur, l'élément intellectuel, la franc-maçonnerie est plus intelligente, elle est plus cultivée. Quand vous parlez des francs-maçons, ils vous expliquent que chez eux, il y a des avocats, des hauts fonctionnaires, des médecins, des architectes, des artistes, des peintres, des musiciens, ils représentent vraiment la crème de l'élite. Bon. Donc, le sel de la terre. Et la troisième chose, c'est le sentiment de persécution, qui est le ciment qui comment dirais-je, agglomère les membres de la maçonnerie comme les membres de la communauté, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment la conviction que le monde entier les déteste et que donc ils doivent se tenir les coudes et faire face à l'hostilité du monde entier, et ça c'est le cas naturellement de l'Église. Il faut bien reconnaître que depuis un certain temps, le monde entier leur a pas donné beaucoup de raisons de changer d'avis, et c'est le cas des francs-maçons qui disent aussi nous sommes persécutés. Alors là on est dans le cœur de l'inversion, parce que autant les Juifs sont fondés à dire que finalement un peu partout on leur cherche des crosses, autant les francs-maçons, non seulement on leur cherche pas de crosses, mais ils sont tout puissants à peu près partout. Ils font ce qu'ils veulent, et ils sont vraiment, on peut pas être... C'est difficile d'être moins persécuté que des francs-maçons. Par bonheur pour eux, entre 40 et 44, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que la franc-maçonnerie, ça commençait à de l'affaire et qu'il fallait les liquider, moyennant quoi on leur a cherché des coups dans la tête. Je dois dire, je relisais récemment, enfin tout à l'heure d'ailleurs pour préparer cette conférence, le recueil des documents maçonniques 40-44 que Bandirakis avait publié il y a une quinzaine d'années, et on s'aperçoit à lire ça que la prétendue persécution des francs-maçons par Vichy est une énorme balançoire. C'est totalement bidon. Les francs-maçons étaient protégés, les réseaux maçonniques jouaient encore complètement, et que ce soit devant la justice, devant la haute fonction publique, en politique et partout, les francs-maçons, sauf certains qui ont été déportés pour d'autres raisons, mais en général les francs-maçons n'ont pas eu de gros problèmes à affronter pendant l'occupation. En tout cas, ils ont été beaucoup moins emmerdés que les Juifs, ça c'est tout à fait clair. Mais ça ne les empêche pas aujourd'hui de dire qu'ils ont souffert et qu'au nom de ça, ils méritent aujourd'hui le respect et la considération de leurs concitoyens, alors que jusqu'à présent informés, ceux qui étaient francs-maçons en 1940 ont disparu aujourd'hui, et comme la franc-maçonnerie ne s'hérite pas, eh bien ceux qui vivent aujourd'hui n'ont rien de commun avec ceux qui vivaient il y a 50 ans. Donc on ne peut pas revendiquer. Il n'y a pas il ne peut pas y avoir de fils de déportés francs-maçons. Il n'y a pas de francs-maçons, fils de déportés francs-maçons, donc c'est pas une qualité qui s'hérite par la naissance. En revanche, c'est un système qui fonctionne de mieux en mieux et d'une façon de plus en plus intelligente, car curieusement, la franc-maçonnerie pendant des années a fonctionné sur le secret, qui était en quelque sorte le fondement qui était l'argument, plus exactement, qui était la justification de la persécution. Ou l'inverse, la persécution était la justification des secrets. C'est-à-dire qu'on disait, on est obligé de garder le secret sur notre appartenance maçonnique parce qu'autrement on serait persécuté. Seulement maintenant, vous avez des groupes entiers, notamment dans l'enseignement public, par exemple dans l'enseignement public un peu de haut niveau, dans l'inspection générale, où 90% des gens sont francs-maçons, donc ils n'ont même plus besoin de se cacher. Vous avez dans l'armée ou dans la gendarmerie, on peut considérer, ou dans la police, on peut considérer que dans la gendarmerie, à partir du grade de colonel, je pense que 75 à 80% des officiers sont francs-maçons. Dans la police, à partir du grade de commissaire divisionnaire, on peut considérer que 70 à 80% des policiers sont francs-maçons.
Donc ils n'ont absolument plus aucun besoin de se cacher. Ils peuvent tout à fait s'ouvrir. Et on en vient d'ailleurs à se poser la question, à quoi ça sert d'être franc-maçon aujourd'hui, puisque dans la haute fonction publique, tout le monde l'est. Donc c'est même plus une façon de sélectionner des élites, puisque toutes les élites sont maçonniques. Alors, à l'époque des fiches, par exemple, quand on publiait Quand on publiait des fiches sur des officiers, en disant cet officier de chez nous, il faudrait envisager de lui donner un grade supérieur, on s'appuyait sur le fait que cet officier était exceptionnel, puisqu'il était franc-maçon alors que les autres ne l'étaient pas. Tandis que maintenant dans la police, par exemple, la question ne se pose même plus. Pratiquement tout le monde est franc-maçon. Donc c'est plus un critère de sélection. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert essentiellement comment dirais-je, pour ne choquer personne, ça sert à fonder une mafia, j'espère que je choque personne. Non, oui. Tu ne diras pas plus de Cosmari. C'est-à-dire que tout circule par là, exactement. On parlait de Rosemary, enfin j'en parlais par de Rosemary. Le système Rosemary ne peut marcher que par les réseaux maçonniques. Autrement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe dans le système? C'est que vous avez des gens qui sont détenteurs d'un secret. Ce secret, c'est pas du tout le secret maçonnique, il n'y a pas de secret maçonnique. Le secret, c'est que les autres sont maçons. Je sais que vous êtes maçon, vous savez que je le suis, nous partageons le même secret. À partir de là, si nous partageons le même secret, nous pouvons partager d'autres secrets. Cet autre secret, c'est que je sais que vous êtes une crapule, vous savez que j'en suis une, par conséquent, on a tout pour s'entendre. Alors, dans l'histoire Rosemary, c'est pas simple. C'est, vous savez que je suis un voleur, je sais que vous savez que je suis un voleur, donc on va s'arranger entre nous. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous rendre service. Moi, en contrepartie, la seule chose que je vous demande, c'est de vous taire. Alors, dans l'histoire Rosemary, c'est pas simple. C'est, vous savez que je suis un voleur, je sais que vous savez que je suis un voleur, donc on va s'arranger entre nous. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous rendre service. Moi, en contrepartie, la seule chose que je vous demande, c'est de vous taire. Et ça joue, alors ça devient le système généralisé, c'est-à-dire que quand un journal commence à publier un article faisant allusion au fait que telle ou telle personne se livre à des malversations, il y a toujours un maçon dans la bande qui dit « Oh, c'est pas très intéressant ce sujet, il faudrait laisser tomber, c'est pas une bonne histoire. » Vous comprenez, c'est des ragots de petits sautières, tout ça, c'est pas une bonne histoire. Il dit pas, naturellement, Rosemary est franc-maçon, et moi, en tant que franc-maçon, je pense à défense. Il dit, c'est pas un bon sujet, puis on n'a pas de preuves, puis votre dossier n'est pas clair. Et si le journaliste insiste, on change le journaliste, on dit, bon ben vous allez vous occuper d'autre chose, puis on va confier le dossier à machin. Et machin, comme par hasard, appartient à la bande. Donc ça devient un système d'étouffement généralisé. Et pratiquement à l'heure actuelle, ça n'est plus que ça. Or, il se trouve que ce système d'étouffement généralisé ne peut fonctionner que s'il n'y a aucune fuite. Si tout le monde est d'accord. Tant que tout le monde est d'accord, ce qui s'est produit en France pendant très longtemps, vous aviez par exemple tous les ans la réunion de la fraternelle parlementaire qui se passait dans un très grand hôtel d'ici les Moulineaux. Moi j'ai assisté à ça, où vous aviez tous les francs-maçons députés et sénateurs qui se pointaient, c'était très officiel. On entrait dans l'hôtel, et dans le hall de l'hôtel, il y avait la fraternelle parlementaire avec une flèche comme ça, puis on allait vers la fraternelle parlementaire, et là vous aviez les gens du Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, de la Grande Loge nationale française, y compris du droit humain, et même
d'opéra qui se présentaient et qui se recevaient entre eux, et tout ça très officiellement. On était là, il y a des socialistes, des communistes, des gaullistes, des pas gaullistes, des giscardiens. Et tout ça se passait parfaitement. Et là, on discutait, on faisait des grands discours, on bouffait bien, on buvait bien, et on débattait toute l'après-midi de questions diverses. Bon. Quand le Front National a commencé à avoir des élus, c'est devenu délicat parce que le côté familial ne fonctionnait plus. Il y avait toujours le type qui était là quand il ne fallait pas qu'il soit là. C'est ce qui explique l'agressivité de la franc-maçonnerie contre le Front National. Parce qu'en réalité, je peux vous le dire pour raconter longtemps, les, ouvrez les guillemets, valeurs, fermez les guillemets, du Front National, elles sont des valeurs simples, elles sont partagées par l'immense majorité des maçons de la base. Pourquoi? Parce que les maçons de la base, c'est des gens, si j'ose dire, comme vous et moi. C'est-à-dire, c'est pas des types qui ont en tête, qui vont détruire le système. Ils savent pas qu'ils sont des marionnettes. Eux, ils pensent qu'ils sont des gens agissants dans la société, qui ont un rôle social important, parce qu'ils sont notaires, avocats, hauts fonctionnaires, médecins, architectes, etc. Et ils pensent réellement qu'ils agissent au nom de la fraternité universelle. Alors ils disent, au nom de la fraternité universelle, moi j'emploie mon intelligence à réfléchir sur le devenir de l'humanité pour un mieux-être de l'être humain. C'est formidable comme sujet, et c'est en plus formidable parce que le notaire, par exemple, qui fait ses petites magouilles dans son étude, ou l'architecte qui gratte un peu sur des projets et tout, il a la justification morale de dire, bon, ça c'est pour gagner un peu de fric, mais le soir, je vais une fois par semaine, ou une fois par mois, ou 2 fois par mois en loge, et là je travaille au mieux-être de l'humanité. Donc finalement je suis un type bien quand même, je ne suis pas le dernier des salauds. Et ça lui fait plaisir. En plus il rencontre des gens intelligents qui lui disent qu'il est extrêmement intelligent et qu'il est très brillant, et qui en échange attendent de lui qu'il leur explique que lui il les trouve également très très brillants. Alors ça donne des résultats du genre que, par exemple dans les ateliers, vous avez une procédure qu'on appelle la planche tracée. C'est-à-dire que chacun vient, fait son discours sur un sujet qu'il a sélectionné. On pourrait penser que ce sujet est choisi dans l'arsenal des sujets portant sur l'initiation, la symbolique, etc. Pas du tout. Ça a été le cas au début, c'est le cas dans certains ateliers, mais en général, ça ennuie beaucoup les gens. Les gens ne sont pas là pour ça, ils sont là pour faire des affaires et pour s'échanger des compliments. Et par conséquent, chacun choisit un sujet qui est à sa mesure. Alors quand j'y étais, par exemple, on avait dans mon atelier, il y avait un gars qui était gérontologue. Tous les ans, on avait droit à une planche tracée sur les maladies du grand âge. Alors, il y a un type qui était haut fonctionnaire dans les services fiscaux. Tous les ans, on avait droit à une planche tracée sur la fiscalité moderne. Alors, c'était toujours, naturellement, c'est pas ce que je vous dis, pardon, c'est la fraternité avec les personnes atteintes de maladies du grand âge. Ou liberté et fiscalité moderne. Ou, si vous avez un chauffeur de taxi, égalité et fonctionnement du moteur à explosion. Je plaisante à peine. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors le gars fait son topo, tout le monde dit ah, mon frère, tu as été formidable, félicitations, vraiment, bon, mais je te remercie mon frère, et tout le monde part content. Ensuite on va pour des agapes, on dîne ensemble, on se dit qu'on est vraiment des gens formidables, qu'on va se revoir le mois suivant pour vraiment confirmer qu'on est des types formidables, et ça marche. Et puis on en profite pour dire ah dis donc, au fait, mon frère commissaire de police, tiens, voilà, ça c'est mes contraventions du mois. Le frère commissaire de police dit au frère garagiste, dis donc mon frère, il faudrait que je change la boîte de vitesse de la voiture de mon fils. Est-ce que tu peux pas avoir des prix sur une boîte de vitesse? Si, va voir notre frère marchand de boîte de vitesse. Et c'est ça uniquement, c'est un système, parce qu'on regarde ça va pas le céder. Vous êtes intelligent, vous en êtes un autre. Ils sont très contents, ça marche, et ça fait vraiment de mal à personne. Sinon, bon, on ne paye pas ses contraventions. Moi, pendant 5 ans, je n'ai pas payé une contravention. La seule fois où j'ai payé une contravention, c'est quand j'ai acheté la voiture d'un curé. Mais ça, c'est un système qui fonctionne, et ça pourrait marcher indéfiniment.
Cela dit, au-dessus de ça, et quand je dis au-dessus, c'est très au-dessus parce que le système que j'indique, il va très haut. J'étais entré en maçonnerie parce que j'étais devenu l'ami de Richard Dupuis, qui était avocat, qui était l'avocat de Bastien-Thierry. Vous direz que c'est forcément une recommandation étant donné ce qui s'est passé, mais enfin, c'était courageux de sa part. Et c'était un type formidable, il était catholique traditionnaliste. Il allait à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, il passait le dimanche à Saint-Nicolas-du-Chardonnay et le jeudi en loge rue de Puteaux, mais pour lui, ça ne le gênait pas du tout, il ne voyait pas d'inconvénient à ça. C'était un type parfaitement honnête, parfaitement rigoureux, de droite, catho-tradi, il avait toutes les qualités, et il était en plus grand maître de la Grande Loge de France, c'était dans le peuple. Et ses petites filles étaient dans des institutions catholiques, etc. Donc lui, c'était pas du tout attendu, et pourtant il était grand maître. Et il ne se rendait pas compte qu'il était utilisé, manipulé, instrumentalisé, golémisé par des gens qui l'utilisaient dans des affaires. Et c'est ça le système de la maçonnerie. Le système de la maçonnerie, c'est de s'appuyer sur la vanité, sur l'esprit combinard qu'il y a en tout homme. Je te rends service, tu me rends service, tout ça en cachette de points carrés, on n'en parle pas, ma femme n'est pas au courant, et puis donc on s'arrange entre nous, ce qui est un comportement, je dirais, sinon normal, sinon respectable, au moins généralisé, il faut bien l'admettre. C'est de créer donc cette espèce de complicité énorme de tout le monde avec tout le monde, et d'utiliser cette masse de gens qui sont habitués à faire des choses toujours en marge, non pas de la légalité, mais en marge de la régularité, en marge de la légitimité, et de les utiliser pour des choses un peu plus grosses, parce que il y a un jour où on va voir le type et on lui dit « Bon, ça fait 10 ans que tu fais sauter les contraventions, tu peux peut-être faire un tout petit peu plus. » Et le gars marche, parce qu'on lui fait miroiter d'abord le fait qu'il va rentrer dans un certain système où il va prendre de l'importance. Et alors à ce propos, j'ai une anecdote qui est assez rigolote. Il y avait un type qui était ancien vénérable maître de la loge Conscience et Fraternité 821 à la Grande Loge de France à Paris, à l'Orient de Paris, comme on dit. Et ce type s'appelait Jo Béard. Il avait une particularité amusante, c'est qu'il était juge au tribunal de commerce. Ça, c'était une de ses activités. L'autre activité qu'il avait, c'est qu'il était fourreur. Il avait été condamné 3 fois pour faillite frauduleuse. Donc, quand même, juge au tribunal de commerce condamné 3 fois pour faillite frauduleuse, il y avait une espèce de système un peu difficile, quoi, qui est difficile à gérer. Mais en fait, ça marchait très bien, il était très content. Et il était très arrangeant. Et un jour, il demande à voir, à l'époque, Rossi était ministre du Commerce extérieur, ou ministre je ne sais quoi, et il insiste beaucoup pour un rendez-vous avec Rossi. Alors, Rossi lui dit, mais écoute mon frère, moi j'ai pas beaucoup de temps, tu sais, si, j'ai absolument besoin de te voir pour faire ces capitales, c'est très important. Bon. Alors finalement, Rossi finit par accepter de le recevoir, le gars rentre dans le bureau de Rossi, il s'assied, alors Rossi lui dit, assieds-toi mon frère, il s'assied, et Rossi lui dit, je t'écoute. Il dit, Rossi, tu sais, je suis très... alors Béard lui dit, je suis très touché que tu aies de me recevoir, oui, bien aussi, d'accord, et je suis très content de faire ta connaissance, parce que tu es vraiment un frère... important dans notre obédience. Oui, aussi, c'est très gentil, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, écoute, voilà, souvent ça me fait plaisir de te voir parce que vraiment tu es un homme exceptionnel et tu fais tellement pour la patrie, tellement pour la France. Alors ça dure un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, aussi, je lui dis, écoute, tu es très très gentil, je suis pas sorti de tes compliments, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et l'autre se lève et dit, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, merci de m'avoir reçu, et il s'en va. Rossi dit, ce type est complètement fou. Qu'est-ce qu'il est venu foutre chez moi, m'a emmerdé pendant un quart d'heure pour rien. Mais le truc, c'est qu'après, Béard se baladait partout en disant, mon frère Rossi, qui est un ami d'ailleurs, encore il y a une semaine, j'ai pu passer un quart d'heure dans son bureau à parler de choses et d'autres, et il était devenu le meilleur ami de Rossi. Et donc, comme quelqu'un avait besoin de quelque chose, il allait voir Béard et il lui disait, non, toi qui es ami avec Rossi, tu peux pas m'arranger un petit truc? Alors Béard lui disait, bon, on doit pouvoir s'arranger, attends, mais alors, toi, ça tombe bien, j'avais justement besoin de ça. C'est le type même du fonctionnement maçonnique. C'est-à-dire que il y a des gens qui se créent une fausse importance. Mais simplement, le Béard en question, il jouait un rôle capital aussi, parce qu'en tant que président du tribunal de commerce, quand on avait une affaire pendante devant lui, il suffisait de se faire connaître, et si on était maçon, on était sûr qu'on avait des avantages.
on était sûr que le jugement serait porté en faveur du maçon. Or, à l'heure actuelle, il faut savoir, il y a eu un papier récemment dans, je ne sais plus, l'événement du jeudi, je ne sais pas quoi, il faut savoir que pratiquement 70 à 75% des juges au tribunal de commerce sont francs-maçons. Donc, si vous n'êtes pas maçon, que vous comparaissez contre un maçon au tribunal de commerce, vous êtes à peu près sûr d'être condamné. Vous êtes à peu près sûr d'avoir une décision qui sera contraire à vos intérêts. Et c'est comme ça pour tout. Si vous avez un problème d'impôt, vous allez voir ces gens-là, vous savez qui il faut voir, vous allez voir un haut fonctionnaire des impôts, vous vous faites connaître comme maçon, le truc s'arrange. Si vous avez besoin, vous avez un fils qui va faire son service militaire, enfin maintenant ça ne marche plus, mais à l'époque, et vous vouliez avoir un fils qui voulait faire son service à tel endroit ou pas, qui voulait aller à tel endroit ou pas, qui voulait partir ou pas dans les dom-toms, etc., bon, ça marchait. Donc, je vous le répète, c'est un système d'entraide généralisée qui est destiné uniquement à constituer un terreau d'intervention dans lequel les vrais maîtres vont puiser en permanence. Alors maintenant, qui sont ces vrais maîtres? Ben, c'est pas très difficile à imaginer. Quand j'étais franc-maçon, j'ai fait le tour d'à peu près tous les ateliers pour voir comment se passaient les travaux. Alors, je suis allé dans des ateliers de symbolique, comme par exemple, ça c'était quand j'étais à la Grande Loge nationale française, la loge Héron de Villefosse. C'était un truc très très intéressant où on faisait des travaux sur la symbolique architecturale, la géographie sacrée, etc. C'était très sérieux et les gens qui étaient là, c'était vraiment des types de haut niveau. C'était des ingénieurs EDF, des centraliens, des physiciens nucléaires, des gens qui étaient de très très haut niveau. Et quand on était à Héron de Villefosse, on écoutait, il y avait une conférence par mois, et on écoutait la conférence, mais c'était pas du copinage du tout. Il y avait, d'ailleurs, je crois même qu'on se tutoyait pas. Hein. Je ne me souviens pas très bien, mais j'ai pas souvenir qu'on tutoyait. En revanche, il y avait des ateliers où c'était exclusivement, je me souviens d'une loge qui s'appelait Prosolis, qui était au Grand Orient, c'était exclusivement des mecs qui venaient pour faire des ateliers. Alors, on ouvrait les travaux, on fermait les travaux tout de suite, et on se réunissait pour des agates, et là, on parlait affaires. Alors, moi, j'ai des pantalons à vendre, toi, qu'est-ce que tu as acheté? Je cherche, j'ai un transport, je t'as pas quelqu'un qui a une combine pour transporter, c'était ça tout le temps. Mais il y avait un atelier, enfin un groupe d'ateliers qui travaillait au rite Memphis-Misraï. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je voulais savoir ce que c'était avec Memphis-Misraï. Donc un beau jour, très simple, quand on avait les mots de semestre, on se pointait, on donnait les mots de semestre, et puis on allait à l'atelier. Et je suis arrivé devant l'atelier, le temple, où se tenait la tenue au rite Memphis-Misraï, et je me suis présenté dans le gars, je vais mon frère, je lui ai dit le mot de semestre, je lui ai fait la poignée de main magique, et le type m'a dit, mais t'es pas de chez nous, toi? Je lui ai dit, non, je suis pas de chez vous, je viens comme frère spectateur. Ah, il me dit, mais tu peux pas rentrer. Je lui ai dit, mais comment je peux pas rentrer? Ah, il me dit, non, tu peux pas rentrer, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est pas juif. Et au rite Memphis-Misraï, il y a que les juifs qui peuvent entrer. Alors, attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu me dis que moi, qui suis un goy, je ne peux pas entrer dans une loge juive, mais est-ce que tu imagines dans une loge goy, que moi, quand tu arrives, je te dis que tu n'entres pas parce que tu es juif? Je dis, mais ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai commencé à me douter qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net dans l'histoire. On va dire, ça faisait un moment où j'en avais la vague intuition. Et en fait, j'ai eu la confirmation de tout ça quand j'ai découvert l'existence des Mébrites. C'est une chose que j'ignorais totalement. Et quand j'ai découvert ça, alors là, on voit réellement qu'on est en présence d'une organisation de subversion internationale qui s'appuie sur la franc-maçonnerie. Car contrairement à ce que certains prétendent ou qu'on s'en vont croire et tout, il n'y a aucune différence entre la maçonnerie mébrique et la maçonnerie courante. C'est la même chose. C'est simplement que les Mébrites sont reçus dans tous les ateliers de toutes les obédiences quand ils veulent, alors qu'aucun franc-maçon d'une obédience, comment dirais-je, j'allais dire profane, oui, l'obédience profane, ne peut être reçu dans les ateliers de Mébrites. Sauf chez Racine.
Ah oui. Hein, il n'est pas reçu comme ça, il est reçu comme invité, ce qui est totalement différent. Enfin, invité, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui sont reçus dans des, ce qu'ils appellent des tenues blanches, fermées ou ouvertes, mais en réalité, ne peut être homme hybride que quelqu'un qui appartient à la communauté. Autrement, il ne peut pas. C'est une impossibilité absolue. Or, c'est devant ces gens-là que, je vous le rappelle, pour ceux que je l'indique pour ceux qui ne le sauraient pas, à la fin des années 80, enfin, à la moitié des années 80, vers 85, des hommes politiques français ont comparu pour prendre l'engagement de ne jamais s'associer avec les mouvements nationalistes français, notamment avec le Front National. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en France sur le plan politique est absolument dicté par la France. Et c'est ce qui explique le fonctionnement des dynamiques horizontales, si j'ose dire. Comment peut-on comprendre que des gens qui appartiennent à l'UDF, au RPR, aient ces relations tout à fait privilégiées avec des gens du Parti Socialiste ou des communistes? C'est parce que, normalement, le système devrait converger et il ne devrait se rencontrer que par le haut. Il y a des chefs qui doivent avoir des contacts, et encore pas des contacts très amicaux. Or là, il suffit de regarder, quand vous voyez des reportages à la télévision, vous voyez bien que ces gens-là se entendent, qui sympathisent, qui se parlent, avec des moments absolument irrésistibles, comme l'autre jour, Madame, comment elle s'appelle cette petite, Anne Chazal, Claire Chazal sur TF1, qui dit à Le Pen, bon monsieur Le Pen, maintenant on va vous laisser partir. Le Pen dit, ses compagnons vous foutez à la porte, et elle se tourne vers Guesso, elle lui dit, alors dites-moi Jean-Claude, c'est quand même extraordinaire, on est dans un système où une journaliste qui est la femme, disons pour simplifier, d'un autre journaliste, ce sont les deux journalistes les plus puissants de France, pratiquement, parce que c'est eux qui disent la vérité prédigérée en permanence aux Français, appelle par son prénom un ministre communiste. On est au cœur de la société de connivence. Eh bien, toute cette connivence, elle passe par les circuits maçonniques. Car, à la maçonnerie, c'est le mot d'ordre de la maçonnerie, c'est solver et coaguler, et solver, ça veut dire dissoudre, c'est-à-dire dissoudre tous les systèmes sociaux traditionnels existants, notamment les hiérarchies, notamment les cloisonnements. Et là, on est dans un système qui nie à la fois les hiérarchies et les cloisonnements, c'est-à-dire que des journalistes peuvent copiner avec des ministres, des journalistes qui sont des journalistes comment dire, de la télévision de tous les Français, peuvent copiner avec des ministres qui ne sont pas les ministres de tous les Français, mais qui sont des ministres communistes. Eh bien, ce système-là ne peut passer que par la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie a le moyen de nier absolument toutes les différences, de nier toutes les catégories, de nier tous les cloisonnements, pour ne garder que les différences, les catégories, les cloisonnements entre ceux qui appartiennent à la société de connivence et ceux qui en sont exclus. C'est pour ça que le système ne peut pas accepter de gens qui sont des contestataires des fondements du système et qui mettent une considération au-dessus de la considération de l'intérêt du groupe. Alors, il est évident que dans un système politique, le système politique est orienté soit vers la défense des intérêts de la nation, soit vers la défense des intérêts d'un groupe à l'intérieur de la nation. Les mouvements nationaux, comme leur nom l'indique, sont orientés vers la défense des intérêts de la nation, et les mouvements antinationaux sont orientés vers la défense des intérêts de groupe à l'intérieur de la nation. Et ces intérêts ne peuvent être défendus que contre les intérêts de la nation. Ça, c'est tout à fait clair. Et tout fonctionne comme ça. En ce moment, toutes les affaires, sans exception, qui secouent le régime, sont des affaires d'origine maçonnique. L'affaire Dumas, c'est une affaire d'origine maçonnique. Le Crédit Lyonnais n'a pu se produire que parce que tous les dirigeants du Crédit Lyonnais, ou la quasi-totalité des dirigeants du Crédit Lyonnais appartenaient à la maçonnerie. Toutes les affaires des 10 dernières années sont passées par deux ateliers maçonniques qui s'appellent la loge Victor Schœlcher, et puis une autre dont le nom échappe pour l'instant, mais ça me reviendra sans doute, qui étaient des loges à l'intérieur desquelles
on passait des contrats. On discutait des affaires qu'on allait faire, qui allait toucher, qui allait servir d'intermédiaire, comment on allait répartir le fric, comment on allait le faire circuler, etc. Et avec des choses très très élémentaires, c'est-à-dire que quand par exemple on voulait faire circuler de l'argent liquide, eh bien pour passer une frontière, on avait un frère douanier, pas douanier, pas le gablou avec les grosses moustaches, hein, un des patrons de la douane qui disait voilà, vous allez passer à tel endroit, tel jour, à telle heure, et je prends les dispositions pour que ça se passe. Et là, le fric circule et jamais ils sont arrêtés. Donc, très vite, à partir d'une conception assez banale de l'entraide fraternelle, comme il dit, on arrive à l'organisation d'une véritable mafia. Et cette mafia, elle est fondée sur, comme toutes les mafias, sur le fric. Alors, cela dit, cette mafia, elle connaît tous les problèmes que connaissent les autres mafias, notamment les guerres entre familles. Et dans la franc-maçonnerie, vous avez des familles qui sont la Grande Loge, le Grand Orient de France, et ces familles, elles se font la guerre entre elles. Elles se font la guerre parce que le pouvoir que représentent les loges, c'est un pouvoir qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc des sommes considérables qui transitent par les réseaux maçonniques. Et naturellement, ce sont les réseaux, ce sont les obédiences qui contrôlent les réseaux, qui tirent le principal bénéfice de ces circulations. Je prends un exemple. Quand la maçonnerie a été réautorisée au Portugal, après la chute du gouvernement Salazar et des successeurs de Salazar. Il y a eu un grand débat, enfin pas un grand débat, il y a eu une bagarre entre les obédiences pour savoir qui allait prendre le contrôle de la maçonnerie portugaise. Parce que les loges maçonniques ne peuvent être créées que si elles ont ce qu'on appelle des lettres patentes qui sont attribuées par des obédiences maçonniques déjà existantes. Or, il faut savoir que dans le monde à l'heure actuelle, il y a deux grands systèmes. Il y a le système de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui contrôle la quasi-totalité des loges dans les pays anglo-saxons. Et puis il y a le système du Grand Orient qui est séparé de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est considéré par la Grande Loge Unie d'Angleterre comme une obédience irrégulière et qui contrôle beaucoup de loges dans les pays méditerranéens, dans les pays arabes et dans les pays d'Amérique du Sud. Donc ces gens-là sont déjà en concurrence. Et à l'intérieur des obédiences du Grand Orient, il y a une dissidence du Grand Orient qui s'appelle la Grande Loge de France, qui elle est également en guerre contre le Grand Orient. Et puis en France, vous avez la Grande Loge nationale française, qui elle dépend de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et qui est donc en guerre contre le Grand Orient et la Grande Loge de France, au nom de la Grande Loge Unie d'Angleterre, mais qui n'est pas totalement au service de la Grande Loge Unie d'Angleterre, parce que quand même, ils veulent garder un peu de fric pour eux. C'est-à-dire que quand il y a une affaire qui se déroule en France, il y a au moins, enfin, qui concerne les Français. Par exemple, je reviens à l'exemple de tout à l'heure, la prise de contrôle de la franc-maçonnerie renaissante au Portugal. Ou maintenant, d'ailleurs, la prise de contrôle des francs-maçonneries renaissantes dans les pays de l'Est. Ce qui représente des milliards. Pas du tout comme on pense, parce que le bon clampin de base va donner sa capitation, c'est 200 francs ou 500 francs, 4000 francs par an pour être franc-maçon. Ça, c'est peanuts. Mais c'est uniquement parce que c'est eux qui détiennent les clés des réseaux de circulation du gros fric. Et ils pompent au passage. Donc cet argent-là, il faut en avoir le contrôle. Pour avoir le contrôle de l'argent, il faut le contrôle des réseaux. Et pour avoir le contrôle des réseaux, il faut avoir le contrôle des obédiences. Donc les différentes obédiences françaises, enfin françaises, européennes en tout cas, Grande Loge Unie d'Angleterre, Grande Loge de France, Grand Orient de France, se font une guerre à mort pour le contrôle des réseaux. Et quand je dis à mort, je dis bien à mort. Le grand maître de du Grand Orient de France, qui est mort dans un accident d'avion il y a quelques années, Barouin, il a été assassiné parce qu'il était en train, il y avait une guerre qui était en train de se dérouler entre deux obédiences pour le contrôle de la franc-maçonnerie au Gabon. Parce que Bongo, un personnage tout à fait sympathique et particulier, il est à la fois catholique et musulman,
Et il est à la fois au Grand Orient et à la Grande Loge de France. Et accessoirement, il est à la Grande Loge nationale française. Alors, chaque fois qu'il se présente quelque part, on est mon frère, on est content de le recevoir, tout, mais personne ne peut lui dire, personne n'ose lui dire, président, vous ne pouvez pas être à la fois ici et là, c'est pas possible qu'on peut dire. Il y a trop de fric, donc on le laisse entrer. Mais après, les gens essayent de prendre le contrôle. Et ils s'entretuent pour ça. Et Baron est mort de ça. Et quand j'étais à la Grande Loge nationale française, il y avait une guerre qui était en cours, justement à l'époque. On était assez copains, il espérait qu'en tant que journaliste, je lui serais utile et tout. Moyennant quoi, il s'est trompé d'ailleurs. Mais donc il essayait de m'avoir à la bonne, il me faisait des confidences. Il m'avait dit, cette affaire, c'est un truc extrêmement dur, c'est très dangereux, parce qu'en face, ils sont prêts à tout, ils seraient capables de nous flinguer, tellement ils veulent cette affaire. Donc, il y a réellement une guerre maçonnique qui existe entre les obédiences pour le contrôle des réseaux de circulation de l'argent et des affaires. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre notamment le fait que certaines affaires sont venues à la lumière alors qu'elles auraient dû rester étouffées. Par exemple, l'affaire de l'Arc, normalement, est une histoire qui n'aurait jamais dû monter à la surface. C'est monté à la surface parce qu'il y a des gens qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas crotté assez. Et que donc il fallait balancer ceux qui avaient trop crotté. Et ils ont commencé à parler. Mais dans l'affaire de l'Arc, les sommes en jeu étaient tellement colossales et les redistributions étaient tellement nombreuses que normalement, ça n'aurait jamais dû éclater. Personne n'avait intérêt à ce que ça fait. Et c'est pour ça que cette affaire met autant de temps à bouger. Avant-hier, on a remis en prison M. Michel Simon, qui est un des opérateurs de l'affaire. Mais en réalité, depuis le temps que ça dure, ça fait longtemps que Rose-Marie aurait dû être condamné à plusieurs années de prison ferme et à finir en prison. Or, c'est pas encore le cas. Parce que les réseaux continuent à faire pression pour le protéger. De même, dans l'affaire du sang contaminé, tous les responsables de l'affaire du sang contaminé, à commencer par Garetta, étaient des francs-maçons de haut grade. Et là, non seulement ils se sont protégés, et c'est fabuleux, si vous regardez l'affaire du sang contaminé, dès que l'affaire a éclaté, tous les responsables ont commencé à toucher la Légion d'honneur. Voilà. Avant même qu'on en parle, on commençait à leur refiler la Légion d'honneur, qui était une espèce de viatique. On disait, bah là, et le premier qu'il a lu, c'est Garetta. Garetta était déjà sur le point d'être inculpé pour son rôle dans l'affaire du sang contaminé. Je rappelle que son rôle dans l'affaire du sang contaminé, c'était pas seulement de fermer les yeux sur certaines choses, c'était de monter un circuit qui lui a permis de gagner des milliards et de distribuer des milliards à des gens en bloquant la mise en place d'un système de contrôle du sang transfusionnel. C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il allait condamner des gens à mort. Eh bien, le système entier s'est mobilisé pour couvrir Garetta. Dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qui est une affaire qui est entièrement Grand Orient, c'est la même chose. Dans l'affaire des mutuelles, pour l'instant le nom ne revient pas, les mutuelles de fonctionnaires, la GMF, où il y a eu des milliards de francs actuels qui ont été dilapidés dans des opérations bidons de villages de tourisme ou de résidences de tourisme dans les Antilles, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été construits. On a payé des études, l'argent est parti, on a payé des entrepreneurs, ils n'ont jamais posé une brique sur deux briques l'une sur l'autre. Tout ça, c'est des formations, sans aucune exception. Ce sont des réseaux maçonniques. Donc, il faut que les choses soient bien claires. La maçonnerie, aujourd'hui, est devenue exclusivement, sauf en ce qui concerne les braves gars de la base qui n'ont absolument rien compris au film, est devenue exclusivement une couverture mafieuse. Et c'est dans la maçonnerie qu'on va chercher les dirigeants des entreprises,
Pas parce qu'ils ont des qualités, mais parce qu'on est sûr qu'ils respecteront l'omerta, la loi du signe. Alors, tout ça est enveloppé d'un brouillard symbolique où on vous raconte qu'il y a des gestes, qu'il y a des décodes. C'est vrai, mais je peux vous assurer que tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse absolument personne. Il y a quelques petits ateliers qui font, comme je vous le disais tout à l'heure, la loge Hérondine Fausse, qui continuent à faire des travaux parce qu'il faut bien occuper quelques membres de l'association à des sujets intellectuels, mais dans l'ensemble, c'est pas du tout l'objectif de l'association ou du groupe. L'objectif de l'association du groupe, c'est vraiment de faire un système, de construire une usine à gaz, comme on dit, dont l'objectif est de pomper du feu. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus avoir un gouvernement sans qu'il y ait des maçons, mais à la limite, il pourrait s'en passer. Parce que la franc-maçonnerie a fini par mettre en place un système de contrôle de l'administration qui fait que les ministres sont sans pouvoir. Et que ce sont les cabinets ministériels et surtout les directions administratives qui exercent la réalité des pouvoirs en France. Et j'en ai eu un exemple à l'époque où Dominati était ministre, était secrétaire d'État au rapatrié. Et on avait une amie qui était une famille d'amis qui étaient des juifs rapatriés d'Algérie, qui essayaient depuis des années d'obtenir l'indemnisation qui leur avait pas été versée. Quand Dominati a été nommé secrétaire d'État au rapatrié, ses amis sont venus nous voir en disant « Mais vous connaissez bien Dominati ?» Oui, on connaît très bien, c'est un ami, c'est des amis. Bon. Et alors il est secrétaire d'État, est-ce que vous ne pourriez pas lui demander s'il ne peut pas faire quelque chose pour notre dossier? Donc je suis allé voir Dominati, j'ai dit « Est-ce que tu peux faire ça? Bon, on a des amis qui sont des rapatriés, qui sont des juifs très sympas, etc. Est-ce que tu ne peux pas arranger leur simplement, c'est de l'argent qu'on leur doit, des indemnités des indemnisations qu'on leur doit, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour que ça soit payé? » Alors il m'a dit « Je vais voir ce que je peux faire. » Et puis ils ont été payés assez rapidement. Et alors je suis allé remercier Dominati, et il m'a dit, écoute, franchement, je ne suis pas pour grand-chose, parce que voilà ce que j'ai été obligé de faire. Moi, j'ai essayé de pousser mon dossier, il n'y avait rien à faire pour faire pousser le dossier, simplement le lapin de corridor, c'est-à-dire l'huissier à chaîne qui est devant mon bureau, est en Mac, et il est le vénérable de la loge à laquelle appartient le type qui s'occupe des dossiers d'indemnité. Donc, comme il est corse, je lui ai dit, d'Ivoire, tu peux pas t'arranger pour essayer d'arranger cette affaire. Alors il m'a dit, monsieur le ministre, avec plaisir. Et il a allé voir son copain, il lui a dit, tiens, le dossier Elbaz, il est en dessous de la pile, tu le prends et tu le mets au-dessus de la pile. Alors le mec a fait ça, tac, et nos amis ont touché 700 000 francs d'indemnisation. Voilà comment fonctionne la société politique actuelle. C'est-à-dire, c'est un lapin de corridor qui intervient auprès d'un directeur d'administration comptable pour faire passer un truc qu'un ministre ne peut pas obtenir. Alors, et ça passe par les circuits, les réseaux, c'est-à-dire le réseau corse plus le réseau maçonnique, alors ça c'est la bombe atomique. Mais, ça veut dire que quand vous êtes en face d'un ministre, voire d'un président de la République, qui vous dit, comme votre grand bonnet, on va moderniser la politique française, c'est à se taper derrière contre la suspension. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucun moyen de contrôler le système. Le système, il est entièrement entre les mains de réseaux qui sont les inspecteurs des finances, les inspecteurs, enfin, les ingénieurs de l'équipement, et des réseaux qui sont contrôlés, manipulés par la franc-maçonnerie. Tout ça étant largement saupoudré de considérations ethno-régionalistes, essentiellement, si vous êtes auvergnat ou corse, vous avez des chances que vous êtes breton, vous mieux arrêtez tout de suite. Hein. Là, vous êtes foutu d'avance. Mais si vous êtes corse ou auvergnat, vous avez des chances de vous en tirer, à condition bien entendu d'être franc-maçon. Tout le système français fonctionne comme ça. Le drame, c'est que c'est pas explicable aux Français. Parce que les francs-maçons ont mis au point, il y a très très longtemps, une méthode que j'ai appelée la méthode Léo Taxil, et qui est la suivante. Léo Taxil est un type qui, il y a 100 ans exactement, est allé voir une journaliste de la Croix, et leur a dit, voilà, moi je suis un franc-maçon repenti,
Et je viens vous raconter ce qui s'est... Alors la Croix, à l'époque, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'est véritablement un journal catholique. Et je suis prêt à vous dire ce qui se passe en loge. Donc les journalistes sont reçus, le type a sorti tous ses papiers, ses passeports maçonniques, etc., etc. Et il a commencé à raconter. Alors, nos bons curés de la Croix, ils avaient les cheveux tout droits sur la tête, c'était une épouvante absolue. Dans les loges, il se passait des messes noires, on égorgeait des enfants, on faisait apparaître le diable, il y avait des succubes, des incubes, des procubes, tout ce qu'on peut imaginer en cube, etc. L'horreur totale. Et pendant des semaines et des mois, la Croix a publié les confidences de Léo Taxil, les aveux. Alors il y avait des conférences partout en France, il y avait 3000 personnes qui venaient assister aux conférences de Léo Taxil. Il y a des gens qui ont demandé l'interdiction de la franc-maçonnerie. Je vous rappelle que c'était au moment où, c'était donc il y a 100 ans, c'était l'affaire des Tiges, c'était le moment où la franc-maçonnerie prenait le pouvoir politique, c'était la préparation du petit Percombe, de la séparation de l'Église et de l'État, etc. Donc il y avait une confrontation très 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 violente entre la France catholique et la France maçonnique. C'était dur. Et là, la France catholique s'était dit, on les tire au collet, on ne va pas les lâcher, parce que là on a des preuves que ces gens-là sont des suppôts de Satan. Et ça a duré pendant, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, je me souviens plus exactement. Et au bout de cette période, M. Taxil a réuni, alors là, la grande conférence à Paris, grand truc, avec tout plein de monde et tout, et puis il est monté à la télé, il a dit, bon, alors maintenant je vais vous dire la vérité, tout ça c'est du pipeau, c'est pas vrai, ces abrutis, je les ai trompés, c'est fabriqué en vraiment, les documents sont faux, tout est bidon, etc. Alors c'était épouvant, parce que la Croix était ridiculisée, les milieux catholiques étaient complètement le nez dans la luzerne, je ne savais même plus comment ils s'appelaient, plus personne n'osait rien dire des francs-maçons. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que quelqu'un a dit « Ah, mais ça, c'est une combine maçonnique », je vais lui dire « Ouais, tu nous fais le coup de Léo Taxil, alors lâche-nous un peu. » Et ça a été fini. À partir de ce moment-là, plus personne n'a pu rien dire contre la franc-maçonnerie, sans qu'on lui balance à la figure qu'il était le nouveau Léo Taxil, qu'il reprenait les accusations de Léo Taxil, etc. Donc ils ont monté une opération qui était formidable, et qui marche encore aujourd'hui. Quand vous dites aux Français, ça c'est un coup maçonnique, les gens disent, oh, tout et complot, qu'est-ce que tu nous racontes avec les complots, hein? L'obsession du complot, la théorie du complot. Et ça, c'est même plus la peine de parler, parce que les gens vous disent, ouais, c'est encore des histoires de complot. Eh bien oui, il y a un complot. Souvent, je vous dis, c'est comme ça, il est réel. On peut passer pour un fou en le disant, mais moi je préfère passer pour un fou et dire ce que je sais, plutôt que passer pour un type intelligent en me plaisant. Sinon, je serais arrêté pour façon, et je serais probablement plus à l'aise que je suis aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que il existe vraiment une puissance occulte dans la politique, au premier niveau, dans le pays en général, à un second niveau, et cette puissance occulte, elle est entre les mains de gens qui sont, eux, alors, pas du tout déterminés à gagner plus de fric, parce qu'à la limite, ils s'en foutent, ils en ont tellement, ils n'ont pas besoin de plus. Mais de faire un véritable travail de subversion. Un véritable travail de subversion contre la société. C'est pas d'aujourd'hui. Ce travail de subversion, il a commencé il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3 siècles, mais il s'est manifesté avec une particulière vigueur au moment de la Révolution. Et là, je ne vais pas vous faire de conférence sur la franc-maçonnerie de la Révolution française, mais je voudrais vous inviter à lire un livre qui est réédité par les éditions du Trident depuis quelques jours, et qui s'appelle La franc-maçonnerie et la Révolution française, de Maurice Talmer. C'est un résumé des travaux du père Baruel. Le père Baruel a démontré que la franc-maçonnerie était la grande machinerie opérative de la Révolution française. Et Maurice Talmer a fait un résumé de ses travaux. Véritablement, il faut lire ça, parce que, d'abord, vous comprendrez, j'imagine que vous avez compris depuis longtemps, mais ça vous confortera dans la compréhension que vous avez des événements qui se sont déroulés il y a maintenant 2 siècles, mais surtout, ça va éclairer d'une façon éblouissante les événements qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez comprendre comment ces gens-là travaillent, quels sont les réseaux de subversion qu'ils ont mis en place, comment ils les activent, et comment ils utilisent toutes les armes, on en parlait avant-hier pour Courtoisie, toutes les armes du noyautage subversif. Avec les 3 outils, qui sont extraordinairement simples à utiliser,
qui sont liberté, égalité, fraternité. Et si vous avez ces trois mots, vous en faites ce que vous voulez. Et pour résumer le travail de la franc-maçonnerie, mon ami le docteur Planté a une image. Alors j'en demande par avance pardon aux dames, c'est un petit peu leste, mais il pose la question. Il dit qu'à l'Institut Dzerzhinsky à Moscou, quand on voulait sélectionner les officiers du KGB, on utilisait cette méthode, on disait à ces gens-là, voilà, on leur posait une question. On leur disait, voilà, le problème est le suivant. Vous avez un chat et vous avez du poivre rouge. Comment allez-vous faire manger le poivre rouge au chat? Est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer pour faire manger le poivre rouge au chat? Alors on dit, il faut le mettre dans une boulette de pain, il faut le mélanger. Non, ça marche pas, le chat il ne mange pas. La seule solution, pardon mesdames, la seule solution pour faire manger le poivre rouge au chat, c'est de lui en tartiner le derrière, ça le pique, il se lèche et il mange le poivre rouge. Eh bien, ça fait 2 siècles que la société française se fait tartiner le derrière de poivre rouge par la maçonnerie et elle se lèche. Voilà. S'il y a des questions, je peux disposer les réponses. J'avais fait un voyage avec J'avais fait un voyage avec Nouvelle Comté en 77 et le guide qu'on avait nous avait raconté qu'il était franc-maçon et il nous racontait la façon dont il a été recruté, que le terme black boulet, ça vient de la franc-maçonnerie. Il a été jugé sur des boules noires et des boules blanches. C'est ça. Alors le système, oui, c'est tout à fait vrai. Quand vous vous présentez en maçonnerie, voilà comment ça se passe. En général, vous êtes contacté par des gens qui pensent que vous pouvez rendre service et donc ils vous disent ah, mais tu as le profil, tu es une pierre brute, tu es un type intelligent, on sent que tu as du cœur, tu feras un bon maçon. Tu es donc une pierre brute. Ou un maçon sans tablier, il faut que tu viennes chez nous, on a besoin de gens comme toi. Alors ça vous plaît, et donc vous y allez. Vous êtes sélectionné, je suis élu. Déjà ça commence. Et quand vous arrivez, ils vous donc vous remplissez un papier pour demander à devenir enfant. Et là, ils vous envoient deux inspecteurs. Il faut une enquête. Donc il y a 2 membres de la loge qui viennent et qui remettent un rapport sur vous. Ils disent comment vous vivez, etc., etc. Et puis ensuite, vous comparaissez. Alors là, la loge prend une décision et dit on va le recevoir ou on ne va pas le recevoir. On dit il est utile ou il n'est pas utile. Si vous êtes considéré comme utile, vous comparaissez devant l'atelier, les yeux bandés, ça s'appelle passer sous le bandeau, et on vous pose des questions. En réalité, on vous demande des choses assez élémentaires. On dit par exemple, est-ce que tu accordes une grande importance à la fidélité conjugale? Est-ce que vous êtes, parce que c'est moment où est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Est-ce que vous considérez que les syndicats sont une chose positive ou pas? Des trucs comme ça, n'importe quoi. Les réponses qu'on donne n'ont pas beaucoup d'importance en réalité, parce que ce que je veux savoir, c'est plutôt comment se comporte le type et s'il est malléable ou pas. Et puis une fois qu'il pense qu'il peut rentrer dans le système, alors on soumet l'adhésion du profane, l'initiation du profane à la vie de la loge, et à ce moment-là, on distribue à tous les frères présents 2 boules, une boule noire et une boule blanche, et on demande aux frères de mettre dans le sac aux propositions, qui est un petit sac comme ça, ou une boule noire ou une boule blanche. Et s'il met une boule blanche, ça veut dire qu'il est partisan de l'initiation. S'il met une boule noire, ça veut dire qu'il est opposé à l'initiation. Et puis à côté, il y a un sac dans lequel on met la boule qu'on ne veut pas utiliser. Ensuite, on vide sur le bureau du vénérable le sac en proposition, puis on compte tout simplement combien il y a de boules blanches, combien de boules noires. Et alors là, selon les ateliers, vous avez des ateliers où on travaille à la majorité simple, vous avez des ateliers où on travaille à la majorité des 2 tiers. Et moi, j'avais été reçu dans un atelier qui était un atelier où on exigeait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir une seule boule noire, autrement on était rejeté. C'est vous dire à quel point je suis quelqu'un d'exceptionnel. Mais plus tard, une fois que j'ai été dans la boutique, il y a un type qui s'est présenté qui était un ingénieur informaticien, qui était un anglais, un type d'ailleurs charmant. Et alors le gars se présente et sous le bandeau, on lui pose la question, est-ce que tu considères que la fidélité conjugale est une chose importante? Alors, le mec répond évidemment oui, parce que c'est notre nom, c'est pas chic. Et il dit oui, bien sûr. Et alors on lui dit, mais pourtant tu es en train de divorcer. Oui, ça n'a rien à voir, oui.
Bon, alors il sort, et à ce moment-là, un des types qui était d'un notaire dit on ne peut pas recevoir ce frère dans l'atelier, on ne peut pas recevoir ce profane dans l'atelier, c'est pas que ça. Pourquoi? Parce que, d'après nos règlements, le franc-maçon doit être libre de bonne mœurs, et un homme qui divorce, c'est pas un homme de bonne mœurs. Alors, moi, je dis, non, ils sont drôlement forts, hein, c'est une bonne maison, on n'a rien à dire. Et on fait donc circuler 5 propositions. Et le sac circule, il revient avec une boule noire. Donc, le gars est refusé au nom de la règle de l'unanimité. Alors, je dis, attendez, moi j'ai une question à poser, parce que la question posée, c'était, doit-on rejeter le profane? Doit-on recevoir le profane? Alors, il y avait, je crois, 40 boules blanches, une boule noire, donc la réponse est non. Puisque la boule noire fait basculer... Alors j'ai dit, moi je voudrais qu'on refasse la votation, mais la question c'est, doit-on rejeter le profane? On me dit, mais pourquoi? Parce que vous voyez bien que notre système, c'est un système complètement idiot. C'est que si on fait circuler le sac en proposition, doit-on rejeter, il y aura une boule blanche et 40 boules noires, donc la réponse sera non, et à ce moment-là, on sera obligé de l'intégrer, puisqu'on aura refusé de le rejeter. Alors là, les gars, visiblement, ils avaient découvert un truc auquel ils n'avaient jamais pensé. C'était il y a un des mystères, des grands mystères de la création qui venaient de se dévoiler à leurs yeux. Tout ça, vous voyez, ils ne sont pas très fixés au fond. Ça, on ne pose pas beaucoup sur une grande intelligence des choses. Mais voilà comment fonctionne le système du black boulet. Alors, black boulet, black ball, la boule noire. Vous m'avez raconté. Oui, Serge, voilà, il y a une question là que je vais aborder sur un terrain planétaire. Là, ça ne relève plus du tout d'une notion d'humain à humain. Cette espèce de désagrégation qu'il y a eu en 1989, c'est-à-dire de la désagrégation en fait du bloc soviétique. Où avant 89, un monde était différent. Hein. On a eu un changement d'humanité total, c'est-à-dire qu'il y avait un bloc Est-Ouest où il y avait deux forces qui étaient en coalition, et c'était en quelque sorte un équilibre, et il y avait l'ordre et la sécurité du monde. Avec des petites barres comme Cuba, etc. Puis on jouait à la guerre, etc. Il y avait le KGB, il y avait la CIA, etc. Ça a duré des années. Bon. Et puis en 1989, naturellement, là, il y a eu un changement mondial. Alors, première question, est-ce que la franc-maçonnerie a eu une influence là-dessus, comme sans doute l'a-t-elle eu sur les prises de conscience au niveau de la Révolution, bien sûr, donc d'une manière occulte, a-t-elle en quelque sorte favorisé d'une manière souterraine occulte tous ces mouvements, en quelque sorte, qui ont eu une influence sur le mur de Berlin, les agglomérations. Je reviens à la question de l'air. Mon interprétation de la chose est un peu différente. Alors, la franc-maçonnerie, elle ne perd pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est des sociétés de plus haut niveau qui interviennent. La franc-maçonnerie, c'est le terreau dans lequel on va recruter les forces d'appoint pour ces mouvements. Mais ce que je crois en réalité, la prétendue chute du communisme, c'est tout simplement parce que la coalition capitalo-marxiste qui régnait sur le monde depuis 70 ans, elle est arrivée à un moment où la partie marxiste de la coalition capitalo-marxiste n'était plus nécessaire pour maintenir le fonctionnement du système, et en revanche, il fallait ouvrir le marché que représentaient les pays marxistes à l'ensemble du système. Donc il fallait en finir avec la structure marxiste. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a supprimé la structure totalitaire en apparence des pays de l'Est, tout simplement parce qu'il fallait en finir avec les marchés bloqués et ouvrir le grand marché mondial. Et on ne pouvait pas ouvrir le grand marché mondial tant qu'il y avait deux blocs. Après, il n'y a plus de blocs, il y a une espèce de grand marché universel. Voilà. Mais je crois que les francs-maçons jouent un rôle là-dedans, c'est possible, mais pas au niveau supérieur, parce qu'on sait bien qu'au niveau supérieur, la racine de ça, enfin, l'instrument qui a préparé cette opération et qui l'a mis à bien, c'est la trilatérale. Quand la trilatérale est née, c'était fait pour ça, la trilatérale, c'était ça le sens du mot trilatéral. Donc il s'agissait de transformer les deux blocs en un grand marché. Ça a pris quelques années, et ça a été fait à travers des manipulations, comme toujours, de foule et des manipulations médiatiques. J'avais une question, là, vous avez un petit peu démystifié le côté de la franc-maçonnerie. Par contre, je voudrais savoir si vous pensez d'un livre dont des gens ont vu le recommander, qui est La Rose de Notre-Dame. Oui. Il y a justement tout ce côté ésotérique
Oui, mais la géographie, le rôle de Notre-Dame, en gros, pour simplifier, c'est une réflexion sur la géographie sacrée. À mon avis, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie s'est emparée de ça pour justement faire un peu de brouillard en disant mais nous, c'est nos préoccupations, c'est de ça qu'on s'occupe, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un bouquin sérieux qui a été publié par la franc-maçonnerie ou par un franc-maçon sur la géographie sacrée. Les seuls bouquins sérieux, intéressants et comment dirais-je, utiles qui ont été publiés sur la géographie sacrée ont été publiés par des penseurs catholiques. Les seuls. Et parce que tout simplement, les autres ne peuvent pas dire la vérité. Alors les maçons qui connaissent la vérité sur la géographie sacrée sont des maçons de très très haut grade, ceux notamment qui ont depuis des années entrepris de redessiner complètement la géographie sacrée de Paris. Et là, eux ne diront jamais la vérité. Ceux qui disent la vérité, c'est les gens forts, c'est Zetford, c'est des gens comme ça qui sont des combattants de la vérité, qui sont des gens de notre camp. Et en face, ils ne peuvent pas la dire. Donc la franc-maçonnerie n'a aucun rôle là-dessus. Moi je dis, en dehors des travaux que j'ai suivis à Théron-de-Villefausse, et qui étaient des travaux sur la symbolique, à l'année où j'y étais, c'était sur la symbolique des cathédrales, hein, on était très 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 loin de la géographie sacrée fondamentale, et on pouvait deviser pendant 3 heures sur le sens du labyrinthe de Chartres, des choses comme ça. Bon, mais je ne crois pas que la franc-maçonnerie joue un rôle quelconque dans le domaine. C'est un monsieur qui m'a dit que la franc-maçonnerie s'était constituée en 1717 par des juifs intelligents à Londres pour rétablir l'équilibre du monde. C'est-à-dire que le Talmud dit que Dieu a créé le monde en 5 ordres. Le bas, c'est le minéral, après c'est le végétal, après l'animal, après l'homme et après le juif. Il y a autant de différences entre le juif, contre le non-juif, qu'entre le non-juif et l'animal. Et ça oui, c'est un propos qui est tenu couramment par les rabbins lourdanistes, on l'entend par des trucs. Seulement, ils ont trouvé qu'eux, ils étaient très mal reçus dans le monde, et ils ont voulu rétablir l'ordre dit par le Talmud. Oui, je connais cette hypothèse. Moi, je vous avoue que je ne crois pas tellement à ça. Ça me parle parce que je vois mal 5 hommes se réunir en disant, même des juifs intelligents, qui fait beaucoup quand même, déjà, tous sont naturellement intelligents, donc si en plus ils sont intelligents, ça devient plus fort. Je les vois mal se réunir à 5 en disant on va redresser le monde. Je veux bien croire, 1 mégalomane, 2 mégalomanes, ça va, 5 ça fait quand même beaucoup. Hein. Surtout à Londres, dans une seule. Moi, je ne crois pas tellement à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont joué. Vous savez, c'est l'époque, la franc-maçonnerie est née à l'époque où il faut savoir tout ce qui s'est passé avant. Il y a tout un mouvement de la pensée, tout un mouvement intellectuel, tout un mouvement de recherche intellectuelle qui s'est produit. Il y a la réforme, donc la première rupture avec l'Église, en réalité, avec la vérité d'Église, la première tentative des hommes de penser en dehors des schémas préétablis par l'Église, et naturellement ça conduit tout de suite à la catastrophe, c'est évident, et donc ils ont commencé à se réunir entre eux. On voit très bien, ça a dû se passer dans les milieux à la fois aristocratique et marchand, c'est vrai que ça se passe à Londres, et tout de suite, moi je suis certain que dans les prémices même de la naissance de la franc-maçonnerie, il y a eu des gens qui ont dit, tiens, on devrait se réunir pour parler de choses et d'autres, et en même temps on fera des affaires. Donc il y a concomitance des deux objectifs, de faire semblant d'être des gens cultivés, des intellectuels, de parler de livres qui paraissaient à l'époque, des livres d'illuminés, et puis en même temps de faire notre petite combine, de faire notre petite affaire, parce que vous êtes propriétaire, vous êtes un gros actionnaire de la Lloyd, et déjà, ou vous êtes un gros propriétaire de bateaux qui font de la Compagnie des Indes, etc. Donc on peut s'arranger entre nous. Et puis on crée en même temps, alors ça il faut lire les bouquins de L'homme qui voulut être roi, Kipling. On voit très très bien quel est le rôle de la maçonnerie dans le contrôle de l'armée coloniale britannique. On voit très bien que vous avez 2 ordres dans l'armée coloniale britannique, vous avez l'ordre militaire avec les officiers, tout ça marche très très bien.
Mais comme c'est une armée extraordinairement disciplinée, avec une discipline d'une violence énorme, où on fouette les hommes, on les punit en les fouettant avec les baïonnettes, enfin, c'est quelque chose de terrible, il faut absolument introduire un élément modérateur là-dedans. Et donc on crée des loges militaires qui vont être éléments modérateurs, où on va avoir des types qui vont être officiers, qui vont fraterniser avec des sous-officiers et des hommes de troupe, dans la loge, les mêmes qui, le soir et dans la journée, ils vont avoir des rapports extraordinairement hiérarchisés et extraordinairement durs dans l'ordre militaire. Mais ça a introduit une espèce d'huile dans les rouages. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement maçonnique par définition, et c'est comme ça que vous avez cette société, je vous dis, où vous avez des ateliers, par exemple, où le vénérable est inspecteur de police, et où le tuileur, enfin le portier, est commissaire divisionnaire, ou voire directeur général de la police. Et donc il est, pendant le moment où il est dans l'atelier, où il a, comme ils disent, laissé ses métaux à la porte du temple, et ben, toutes les hiérarchies sont inversées. On est dans un système d'inversion. Il faut bien comprendre ça. On est dans un système d'inversion où tout ce qui est mal est bien, tout ce qui est bien est mal, tout ce qui est permis est interdit, tout ce qui est interdit est permis.